C'est notre 5e émission avec moi-même, Mambo Rosmi Paradis. À tout de suite. Aïe bobo! Aïe bobo! Aïe bobo dans la coua, ce soir dans Minokan, un nouveau thème, un nouvel invité, de belles choses, de beaux partages que je vais vous proposer pour votre plus grand plaisir. Je tiens tout d'abord à remercier Estella Jewelry pour le prêt des tenues, des bijoux, et vous pouvez la contacter au 07 53 67 51 97, le numéro sera affiché à l'écran. Si vous voulez commander avec elle des tenues et des bijoux ethniques pour hommes et femmes. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont suivi l'émission, la dernière émission, celle dans laquelle il y avait le professeur Pierre Nilon. Merci d'avoir été si nombreux à la partager, à la suivre. Merci pour tous vos compliments, vos encouragements. Et je suis très satisfaite que beaucoup d'entre vous, bon, la plupart d'entre vous, vous avez appris des nouvelles choses. Et pour ceux qui se recherchent, ça vous a conforté dans cette route de votre recherche à votre identité culturelle, spirituelle. Cette semaine, je vous propose un autre thème, un nouvel invité. Et c'est toujours pour vous aider, toujours pour vous éclairer sur ce chemin. C'est un long parcours qui est cette route de retour à votre identité, de votre retour à vous-même. C'est pour ça que Minokan est là. Minokan n'est pas une émission de débat. Ce n'est pas une émission de clash, ce n'est pas une émission de zin. C'est une émission de partage, une émission de transmission. C'est pour ça qu'on a fait ce cercle, ce vévet. Minokan, ça veut dire qu'on a tous notre place autour du bois sacré. On a tous notre place autour des ancêtres. On a tous notre place autour des divinités ancestrales. Aïe bobo. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite dans Minokan. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. Ce soir, le thème, c'est en tant qu'afro-descendant, comment vaincre sa peur face au retour à son identité. C'est un thème que j'ai choisi scrupuleusement parce que je discute avec pas mal de personnes. Beaucoup de personnes me contactent. Ils sont intéressés au vaudou. Ils sentent cet appel au fond de leur cœur. Mais ils ont peur. Peur de quoi? Peur d'être déçus, peur de l'être humain, peur de tout ce qu'on entend sur le vaudou. Et si je me trompais? Et si je tombais sur une mauvaise personne? Et si je me faisais arnaquer? Et si on me volait mon argent? Et si je rentrais dans une secte? Et si on me faisait du mal? Et si on me demandait de sacrifier mes enfants ou quelqu'un de ma famille? Les gens ont peur. Malgré tout, ils sentent cet appel, l'appel des ancêtres. À travers Minokan, je vous aide à acquérir un peu plus de connaissances. Je vous aide à trouver cette lumière au bout du chemin pour décider, pour emboîter le pas vers ce retour à votre culture ancestrale ou à votre spiritualité si vous voulez, si vous êtes prêts. Ce soir, j'ai un nouvel invité qui va m'aider à vous éclairer, qui va apporter sa contribution à cette lumière sur votre route. Je ne vais pas le présenter, vous savez comment ça se passe à la maison, je laisse toujours mes invités se présenter eux-mêmes. Aïe bobo, alors je dis aïe bobo, Otep. Otep, enfin, moi je dis toujours aïe bobo. Aïe bobo. Je suis plus aïe bobo, bon, les deux c'est pareil, sinon okay. Alafia, etc.
D'accord. Alors, on va se tutoyer parce qu'on est en famille. Oui. Alors, qui es-tu? Je te laisse te présenter aux téléspectateurs. Bon, salutations à la communauté, ça c'est très important pour moi. Je suis Egunchi Beyanzin, porte-parole, fondateur de la Ligue de défense noire africaine. Aïe Bobo. Tu dis souvent, c'est vrai que moi avant de t'inviter, j'ai vu quelques-unes de tes vidéos, c'est vrai que tu dis souvent Aïe Bobo, tu écris Aïe Bobo. Alors la première des choses, on se dit, est-ce que c'est un haïtien? Il dit tout le temps Aïe Bobo. Donc voilà ma question, est-ce que Egunchi Beyanzin est haïtien? Est-ce que Egunchi Beyanzin, pardon, est béninois? Est-ce que c'est une filiation avec le roi Beyanzin? Explique-nous un petit peu tes origines, le pourquoi le Aïe Bobo. Est-ce que Haïti est dans ton cœur? Est-ce que tu as des racines, des origines haïtiennes? Explique-nous. Egunchi Beyanzin est haïtien, Egunchi Beyanzin est africain parce que Haïti est une république noire. Et là où il y a l'homme noir, je me reconnais là-bas. Quand je suis au Venezuela, je suis avec des afro-descendants des noirs, je suis vénézuélien. Et de plus, par mon histoire, c'est vrai que beaucoup ne le savent pas, mais j'ai des liens au niveau de la famille, parenté. Ceux qui sont proches de moi connaissent mon identité un peu et donc savent que tu as une lignée importante. J'ai une lignée importante et comme je disais à un de mes collègues avec qui je suis venu, je fais jamais trop d'émissions. C'est vrai que je refuse que ce soit les autres chaînes et tout, mais j'ai accepté de venir à cette émission et je lui disais que elle-même, j'en suis sûr, elle ne saura pas pourquoi j'ai accepté son émission. Bah, tout simplement parce que on m'a dit que tu étais une haïtienne et donc je me dois d'honorer cela et de répondre cela pour des raisons surtout que moi je garde personnelles, voilà, par rapport à mon histoire. Merci. Voilà. Aïe Bobo, Bobo. J'en suis honorée et on va essayer de faire une très belle émission pour les Haïtiens, les Caribéens, les Afro-descendants, toute la communauté noire en général. Que chacun puisse apprendre un petit peu plus grâce à toi, frère Egunchi Beyanzin. Dis-nous un petit peu ton parcours. Mon parcours est très simple. Moi, je suis né en Afrique. J'ai grandi en Afrique. Je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans par là. D'accord. J'ai fait mes études. Bon, j'ai essayé comme je pouvais. Entre-temps, comme tout jeune, on a fait des bêtises. On a eu un parcours plus chaotique ou moins, etc. Avant, j'étais dans la musique. Je produisais. J'ai travaillé avec des artistes très connus aujourd'hui dans la scène rap français. Je vivais bien. Je gagnais bien ma vie. Après, voilà, j'ai décidé de passer à autre chose suite aux expériences de la vie. Donc, mon parcours, je dirais, ce qu'ils qualifient souvent de blédard. Voilà. Moi, je suis fier d'être un blédard, arrivé en France, qui découvre comment fonctionne ici au niveau de la société, parce que ce n'est pas pareil qu'en Afrique. Donc il fallait qu'on se réadapte, qu'on apprend à maîtriser les deux cultures. Parce que oui, il y a deux cultures, il y a la culture française et il y a la culture africaine. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je suis un père de famille et je sais pas quoi dire d'autre sur mon parcours. D'accord. Hein. On y viendra. Voilà. Je t'aiderai à nous en dire un petit peu plus. Parle-nous un petit peu de ton parcours spirituel. Donc là, c'est vrai que tu as des colliers, tu habilles de manière ethnique. Est-ce que c'est en rapport avec ta spiritualité? Dis-nous un petit peu ton parcours d'un point de vue spirituel. Est-ce que tu as grandi dans le christianisme? Est-ce que jusqu'à maintenant, tu es chrétien? Quand tu es venu en France, est-ce que tu as continué à être chrétien? Est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que hier, tu étais à l'église? Explique-nous. Ok. Bon, au niveau de la tenue, c'est tout simplement par rapport à ma lutte pour honorer d'où je viens, ce continent africain, parce que beaucoup de personnes nous demandent pourquoi la Ligue de défense noire africaine n'est pas la Ligue de défense noire. Et j'explique que le A de notre mouvement, c'est pour ramener les afro-descendants, pour dire peu importe où tu te trouves, nous sommes... Tu es noir. Voilà, oui. Tu es noir, nous sommes des Africains. Ensuite, moi, mon parcours spirituel, non, je ne suis pas arrivé en France en étant dans les religions emportées. Je suis ce qu'on appelle un Hunon.
D'ailleurs, vous avez reçu une sœur à moi ici que je connais très bien. Donc moi, je suis un prince Hunon, ce qu'on appelle chez nous, c'est-à-dire un prince vaudou, du part que ma mère est une très grande prêtresse vaudou. Donc moi, je suis... grâce à son éveil, à elle, ça fait que moi, je n'ai jamais été dans les religions. Elle t'a transmis directement. Voilà, ça a été exactement... tout jeune, j'ai été initié. À quel âge, si c'est pas indiscret? À 10 ans. D'accord. À 10 ans, j'ai été initié en même temps que ma mère quand elle est rentrée pour commencer ses débuts, parce que beaucoup de personnes pensent que la spiritualité africaine ou la religion vaudou, c'est quelque chose qui se fait, c'est un parcours qui se fait par téléphone, comme ces arnaques sur un... Non, en fait, c'est des années d'apprentissage. C'est comme au niveau de la Torah chez les Juifs, il faut 7 ans pour maîtriser réellement. Et je peux vous dire que dans le vaudou, c'est encore plus compliqué. Il y a énormément de choses. Donc, vous voyez, j'ai commencé tôt et ça permet de maîtriser les secrets, plein de choses. Donc, moi, j'ai vraiment eu la chance d'arriver là-dedans directement. Et donc, aujourd'hui, tu es un pratiquant du vaudou, en fait, hein? Oui, aujourd'hui, moi, je suis un Hunon, je suis un Pédiga de Pétoleka, donc Etron-Mégan. Français, ça veut dire, excusez-moi, initie-moi un petit peu à la langue. Un Hunon, c'est ce que vous appelez prêtre. Voilà, les Ougans, Hunon, Ougan, vous voyez, c'est ce que vous appelez prêtre, etc. Donc après, Pétoleka, c'est le nom de la divinité. D'accord. À travers laquelle tu as été initié. À travers laquelle. La divinité tutélaire. Voilà, en fait, voilà, j'ai plusieurs divinités, mais c'est la principale. C'est la principale. C'est ce que nous, on appelle un maître-tête chez nous. Voilà, en fait, donc chez nous, on a plusieurs divinités, mais il faut savoir que moi, je suis un enfant de Pétoleka, de Etron-Mégan. Donc c'est vraiment ce que nous pratiquons. Ensuite, les autres divinités sont là et ça forme l'ensemble des divinités, parce que nous disons qu'il y a des dieux avec un D minuscule et il y a le Maougan. Voilà, Maougan chez nous, c'est le dieu suprême. Tout ce qui est Gan, c'est Ougan. En fait, Gan, c'est grand, c'est-à-dire c'est au-dessus. Au-dessus, voilà. D'accord. Ok, très bien. J'ai une petite question un petit peu technique. Oui. Donc, tu as dit que toi, ta divinité, c'est Pétoleka. Tu es un enfant de Pétoleka. Exactement. Est-ce que, chez vous, dans le vaudou, est-ce que les divinités, elles sont les mêmes pour tout le monde, ou il y a des divinités en fonction des régions? Par exemple, de la région d'où tu viens, tu as Pétoleka, mais par exemple, peut-être au nord, ou au sud, ou à l'est, ils n'ont pas cette divinité-là. Est-ce que ça se passe aussi comme ça chez vous? Non, en fait, les divinités, c'est partout pareil. Il y a Pétoleka et il y a Péto-Évé. Ça veut dire, il y a Pétoleka, Deka, ça veut dire 1. Évé, ça veut dire 2. Donc, ça dépend des divinités. Au fait, le plus compliqué et le plus strict, c'est Pétoleka. Donc, tu verras qu'il y a très peu de personnes qui servent Pétoleka. Voilà, qui vont aller vers cette divinité. Voilà, parce que c'est plus rigide. Pétové, c'est plus, voilà, simple un peu, c'est plus cool. Donc, ça dépend, en fait, le degré d'élévation que l'on recherche. Si tu sens que, et surtout, au niveau du Fa, ton signe, la divinité qui demande. Si c'est au niveau du Pétové, bah, tu iras vers Pétové. Si c'est Pétoleka, tu vas vers là-bas. En fait, on ne se lève pas pour dire, moi, je prends, on adopte. Non, c'est elle qui nous adopte. C'est elle qui nous adopte, c'est ça. Ok, très bien. Et donc, de ce fait, tu as dit que tu t'étais fait initier à 10 ans. C'est vrai que j'en ai parlé avec la plupart de mes invités dans l'émission. Je te reposerai également cette question. Là, c'est vrai qu'il y a des gens, donc notamment beaucoup de ceux qui nous suivent, hein, ils sont intéressés au vaudou, mais ils ont peur de l'initiation. Et beaucoup se disent, on peut retourner à son identité, on peut être vaudouisant, on peut avoir des divinités, faire des libations aux ancêtres, mais on n'est pas obligé de se faire initier, parce que c'est dans notre sang, dans notre ADN. Oui. Est-ce que toi qui as été initié à 10 ans, qu'est-ce que tu penses de cette réflexion? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Enfin, ce n'est pas méchant ce que je vais dire, hein, mais c'est vrai que je le vois en France, au niveau de la diaspora, que énormément d'afro-descendants se cherchent là-dessus. Des fois, avec des amis, je rigole en disant,
Ils vont faire leur truc dans les bois de Vincennes, etc. Moi, je ne mettrai pas pied là-dedans parce que je sais qui je suis. En fait, la vraie chose, ce n'est pas ça. Mais je ne les en veux pas parce que ce sont des gens qui se cherchent et souvent qui sont manipulés par des personnes qui se donnent aussi des titres de prêtresse, prêtre, etc. Donc, on suit... Moi, jamais je ne vais faire des libations dans les bois de Vincennes ou avec des gens. Parce que j'ai tout ce qu'il me faut à la maison. Et si je veux faire mes libations... Tu sais comment les faire. Je sais comment les faire. Je n'ai pas besoin de faire du folklore. Ce que je pratique, ce n'est pas du folklore. Et aujourd'hui, je déploie et je dénonce ce côté un peu folklore que nous retrouvons dans la diaspora au niveau des libations, etc. Et des pratiques en général. Et des pratiques, vaudou. Voilà, vaudou. Et donc, moi, je prie tous les jours. Je prie tous les jours, sauf le lundi et le vendredi, qui sont chez nous en tant que Petoleka les jours sacrés du repos pour les divinités. D'accord. Pour ceux qui sont sur la divinité Petoleka. Exactement. D'accord. Mais maintenant, par rapport à ceux qui veulent faire du vaudou, enfin, qui veulent être pratiquants du vaudou, mais sans se faire initier. Toi qui es né en Afrique, tu t'es fait initier. Donc on aurait pu dire, bah écoute, Egunchi Béanzin, il est né en Afrique, il n'a pas besoin de se faire initier. Et tu t'es quand même fait initier. Donc, c'est par rapport à ces gens-là qui se disent, qui sont afro-descendants, des fois même qui sont nés en France ou qui ont grandi ici, qui sont arrivés tout petits et qui se disent, ben non, on n'a pas besoin de se faire initier. D'accord. Mais ces personnes, la question que je pose à ces gens, c'est, vous êtes catholique parce que vous avez été baptisé. On est d'accord. Alors, pourquoi quand il s'agit de la spiritualité négro-africaine, on pense qu'on peut être dedans sans forcément être initié? C'est une société secrète. On ne peut pas dire qu'on est vaudouiste ou vaudouisant, etc. si on n'a pas été initié. Si les divinités ne vous ont pas accepté. Si on ne s'est pas repenti de ses péchés au niveau des divinités. Parce que purifier antérieurement. Parce que les gens pensent que le vaudou, c'est quelque chose, tu viens, tu rentres dedans. Non, tout le monde ne rentre pas. Il y a des personnes qui ne rentrent pas parce qu'ils ont commis des crimes de sang, etc. Donc, ils ne pourront pas parce que ça interdit les crimes de sang dans la religion vaudou. Il ne faut pas confondre la religion vaudou et la sorcellerie, les magies noires, etc. C'est complètement différent. Donc, moi, je dis, une personne qui me dit, je suis vaudouisant, mais je n'ai pas été initié, non, pour moi, ce n'est pas, ce n'est pas normal. On ne peut pas être musulman, chrétien, si... Oui, il n'y a pas certains rites qui ont été faits. Exactement. Oui, c'est vrai que c'est souvent ce que je dis l'initiation, les gens prennent l'initiation comme... je sais pas, peut-être une allégeance à quelque chose. Non. Et l'initiation, en fait, c'est juste un sacrement, c'est des rites que l'on doit passer pour pouvoir être accepté au sein de cette famille, de cette confrérie. Voilà, exactement. Parce que il y a une chose que les personnes, je tiens bien à expliquer aux gens, il y a plusieurs sortes. Moi, quand je suis chez moi, quand je rentre, par exemple, en Afrique, au Togo, ou quand je suis au Bénin, les fidèles, les disciples de ma mère, parce qu'elle en a 300, parce qu'elle fait partie des top 10 des prêtresses vaudou chez nous, des rares qui ont su, qui ont obtenu un degré d'élévation, parce que pour une femme, être prêtresse, vous savez, c'est très compliqué. Quand j'arrive, pour se saluer, par exemple, on ne se serre pas la main. On baisse, on touche le sol, on touche le truc, et j'accepte et je dis « Alafia ». Et je donne ma bénédiction. Alors, quelqu'un qui n'est pas initié, il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça. Ce n'est pas de la soumission à moi. C'est la divinité. C'est parce que il y a un degré. Il y a une personne qui est, on va dire, qui est juste initiée, qui est un simple vaudouisant, et une personne comme moi qui est un Hunon. C'est pareil à l'église. Il y a les fidèles qui vont à l'église, qui vont prier. Il y a le pasteur, il y a le prêtre, il y a l'évêque, et il y a le pape. Ouais, chacun son degré. Dans le vaudou, c'est pareil. Donc, les gens souvent confondent, ils pensent que le fait qu'ils sont initiés, ça veut dire qu'ils sont Hunon ou qu'ils sont ça. Non, en fait, vous êtes juste un pratiquant.
mais vous n'avez pas le degré, le niveau que un prêtre, un Hunon a, parce que le Hunon, il détient le secret, il sait comment parler aux divinités, comment rêver. Toi, tu es juste une pratiquante. Donc, quand tu viens, c'est moi, je te fais la prière, c'est moi, je transmets tes prières aux divinités, parce que toi, tu ne peux pas t'adresser, accéder directement. Voilà. Et en fait, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Les gens pensent que se faire initier, c'est qu'ils devront devenir automatiquement prêtres, prêtresse. Pas du tout. Quand on se fait initier, on devient un vaudouisant. Donc il y a certaines choses en tant que vaudouisant que vous pouvez faire vous-même. D'autres choses que vous ne pouvez pas faire vous-même. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame entre la spiritualité vaudou et la religion vaudou. C'est un mot qui est très controversé. Les gens, ils disent non, le vaudou, c'est pas une spiritualité, c'est pas une religion, c'est une spiritualité. Mais à partir du moment qu'elle est codifiée, comme l'avait dit le professeur Pierre Nilon, la religion, c'est l'institutionnalisation de la spiritualité. Donc c'est comme si on l'organise. À partir du moment que tu peux avoir, par exemple, la LDNA, à partir du moment que c'est pas enregistré légalement, à partir du moment que t'as pas une structure, un bureau, un président, porte-parole, vice-président, trésorier, eh ben c'est rien du tout. C'est dans ta tête. Oui. Et là, du coup, faites ce que vous voulez. Mais à partir du moment que c'est enregistré, ok, on peut dire organisation, fondation ou association organise. On fait tout ça, c'est l'institutionnalisation de des choses. Et c'est pour ça qu'on dit religion, pas qu'on fonctionne comme des religieux, mais c'est qu'on respecte certains paradigmes, on respecte certaines lois, certaines choses. Donc merci pour d'avoir éclairci ce point. Oui, vas-y. Juste pour compléter, parce que il y a ce qui est de la religion vaudou, la spiritualité vaudou, et ceux qui chez nous qui font du zoka. Zoka, c'est quoi? Ceux qui font du zoka, c'est ce que nous appelons, c'est-à-dire ceux qui utilisent des esprits pour faire du mal. Ah, d'accord. Et ça, nous les combattons. Ce sont des gens qui nous apprécient pas, parce que quand quelqu'un se fait attaquer par le zoka, on le ramène dans la maison vaudou pour le protéger. Zoka, c'est ça que les gens pensent que oui, vaudou égale. Non, en fait, il y a deux sortes. On a ça aussi chez nous. Voilà. Chez nous, on dit souvent les gens vont chez les bokors. Exactement. Et ils vont, comme dit, Yopral fait Wonga. Ça veut dire que c'est des gens qui n'obéissent à aucune loi morale. Ça veut dire que tu dis, bon, j'aime pas Egunchi. Je veux qu'il fasse un accident. Lui, tu lui ramènes l'argent. Il fait. Mais quelqu'un qui est dans la spiritualité, tu as ta divinité que tu sais, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et souvent, les gens font l'amalgame. Pourquoi? Parce que souvent, celui qui fait le zoka, comme tu dis, eh ben, il prend l'étiquette un petit peu de vaudou. Donc du coup, moi je ne connais pas. Je vais voir quelqu'un qui fait du zoka, je vais dire, il fait du vaudou. Je vais dire quelqu'un, oui, c'est du vaudou. Donc les gens même disent, oui, vous faites de la magie vaudou. Donc, non, les gens ne comprennent pas. Non, parce que moi l'exemple que je donne est très simple. Oui. J'ai une voiture. Oui. Je tue quelqu'un avec. Est-ce que c'est la faute de la voiture ou moi qui conduis la voiture? Qui conduit la voiture, exactement. Donc, le zoka, ceux qui utilisent des divinités ou des esprits pour faire du mal, ce n'est pas la faute des esprits et des divinités. C'est la personne qui maîtrise ces divinités, qui les utilise pour faire du mal, sachant que de base, ce n'est pas pour faire du mal. Et ils n'utilisent pas les mêmes divinités que vous. Ils n'utilisent pas les mêmes divinités que nous. Ils n'utilisent pas Ptoleka, par exemple. Exactement. Voilà, c'est d'autres divinités. C'est d'autres divinités, parce que moi, par exemple, quand je suis au pays, des fois, on a des cérémonies à faire, c'est des fêtes où on invite tout le monde. Il y a des maîtres zoka qui viennent, qui veulent venir nous tester, nous les Hunon, nous les Pédigas de Pétondeka, ils veulent tester. En fait, pour eux, ils sont persuadés qu'ils peuvent tester. C'est pour ça que nous disons à toute personne initiée, pour obtenir une protection, il faut respecter, je dirais, au maximum les interdits. Parce que plus tu respectes les interdits, plus tu as une protection au niveau des divinités. Quelqu'un qui s'étonne de se faire attaquer par des gens qui font du zoka ou de la magie noire, mais en tant que vaudouiste, je lui dirais tout simplement, tu ne respectes pas du tout les autres. Il y a des choses que tu ne respectes pas. Et donc ça t'affaiblit. Et c'est par là que les gens prennent pour nous avoir. D'accord, très bien. Merci pour cet éclaircissement.
Donc du coup, tu as répondu comment s'est fait ton réveil. Tu as dit que de par ta mère, en fait, elle t'a transmis cette spiritualité, et donc tu es un prince ou non. Maintenant, c'est vrai que la plupart des personnes, bon, elles n'ont pas ton parcours, elles n'ont pas eu peut-être la chance d'avoir une mère qui était prêtresse et de se faire initier dans leur spirituel aussi. Voilà, exactement spirituel. Et donc la plupart des afro-descendants, malheureusement, c'est le cas de le dire, c'est des gens ça a été également mon parcours, qui ont grandi dans l'église. Et donc, un jour, il se réveille, il se pose des questions existentielles, et il se dit, bon, ok, il s'intéresse au vaudou, bon, comme tu as dit, ils vont sur Internet, ils vont sur Google, ils vont essayer d'apprendre 2-3 choses sur le vaudou, mais ils ont quand même peur. Ils vont en parler à quelqu'un peut-être qui s'y connaît, ok, si ça va un petit peu les éclaircir, mais ils ont quand même peur. Toi, de par ton expérience, de par les gens que tu côtoies au quotidien, peut-être qui s'intéressent également au vaudou, comment tu peux quel conseil tu peux leur donner pour vaincre cette peur de retrouver leur véritable identité? Parce que c'est vrai qu'ils te disent, oui, mais moi, Jésus, mais souvent les gens me disent, mais Rosemi, pourquoi toi tu es vaudou? Qu'est-ce que ça t'apporte? J'ai dit, mais ça n'a rien à voir avec ça, qu'est-ce que ça m'apporte? C'est mon identité. Exactement. Donc si tu me dis pourquoi j'aime bien manger du colombo, pourquoi j'aime bien manger des bananes pesées ou du pickles, je vais te dire parce que c'est ma culture culinaire, tout simplement. Je ne le mange pas parce que si je mange du pickles, j'irai au ciel. Je mange du pickles parce que c'est la nourriture de chez moi, tout simplement. Donc il y a des gens qui ont peur de revenir à eux-mêmes. Ils ont peur de découvrir leur vraie couleur, donc ils s'éclaircissent un petit peu, et ils ont peur, s'ils arrêtent de s'éclaircir, là je fais la métaphore, ils ont peur qu'en arrêtant de s'éclaircir, de se rendre compte qu'ils sont un petit peu trop noirs. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui ont peur de faire face à cette réalité culturelle et cette réalité spirituelle? Alors, ce que je peux dire aux gens qui ont peur, déjà, il ne faut pas avoir peur. Parce que avoir peur de pratiquer ce que mes ancêtres pratiquaient, est-ce que vous trouvez normal que on doit crier les ancêtres d'autrui pour espérer se faire écouter? Non. Le Jacob, Abraham, Matthieu n'étaient pas nos ancêtres. Tout à fait. Est-ce que ces personnages-là vont laisser leurs descendants à eux, les gens de leur race, s'occuper de nous, pour venir s'occuper de nous, alors que nous-mêmes, on a nos ancêtres que nous abandonnons, que nous laissons de côté? Moi, c'est ce que je réponds aux gens. Il ne faut pas avoir peur. On peut être chrétien, on peut être musulman, mais il ne faut pas être phagocyté du cerveau. Aujourd'hui, l'homme noir, l'Africain, est phagocyté du cerveau par la religion et n'a plus cette conscience pour réfléchir tout seul. Moi, je dis à mes amis qui sont chrétiens, musulmans, je ne vous interdis pas de l'être, mais venez découvrir ce que pratiquaient vos ancêtres. C'est pas parce que tu es musulman que tu n'as pas le droit d'aller découvrir ce que c'est que la religion vaudou, ce que c'est que le vaudouisme. Non, il faut être curieux. Et aujourd'hui, nous voyons que chez les autres, les occidentaux, qui sont eux-mêmes, qui pratiquent les mêmes religions que vous, eux n'ont pas peur de venir découvrir. Ah oui, ils vont au Bénin, ils vont au Bénin, ils vont au Togo, ils vont en Haïti, en Amazonie, pour découvrir. C'est pas parce qu'il vient aller visiter une maison vaudou qu'il va forcément s'initier, mais c'est la curiosité. Et donc, moi, je dis qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas écouter les on-dit. C'est l'expérience qui fait la science. Il faut vaincre sa peur. Et pour vaincre cette peur, il faut l'affronter. Donc, il faut chercher à découvrir, à comprendre, à connaître. Et lire des livres, c'est bien. Mais vous savez, comme moi je dis, mon histoire m'a été transmise par des anciens chez nous qui nous transmettaient directement. Ce n'était pas à travers des livres. C'est une tradition orale. Oui. L'homme noir, contrairement par exemple aux peuples juifs qui ont une tradition orale et écrite, nous on est plus basé sur l'oral. C'est pour ça qu'il y a très peu d'écrits qui existent chez nous. Donc moi j'invite mes frères et sœurs afro-descendants à franchir le pas, à mettre la peur de côté. Si vous n'avez pas peur de vivre en France, un pays qui a esclavagisé, déporté, tué, violé vos ancêtres,
Ce n'est pas découvrir ce que pratiquaient vos ancêtres qui doivent vous donner plus la peur que ce que vous fait la France ou ce que a pratiqué la France sur nous. Je suis désolé, on a plus de chances de mourir en voiture, en conduisant en voiture, que découvrir ou aller voir ce que c'est que la religion vaudou. Oui, mais c'est vrai, souvent, ils ont peur parce que, bon, moi, dans ma famille, il n'y a que moi qui suis vaudouisante. Ma famille côté maternelle, je suis la seule vaudouisante. Mais c'est vrai que, des fois, j'en parle avec ma petite sœur et elle me dit, attention, nous, on croit au vaudou. Mais c'est parce qu'on sait que c'est mal qu'on veut pas y aller. Donc ça veut dire qu'ils veulent pas y aller parce qu'on leur fait croire, on leur enseigne que si tu vas dans une maison vaudou, si tu vas dans une cérémonie, il y a des démons qui vont rentrer dans ta vie. Donc en fait, quand ça dit que le christianisme, c'est la religion de la peur. On vous fait peur pour que vous puissiez de vous-même ne jamais aller vers le vaudou. On vous fait peur parce qu'on vous dit que si tu écoutes une musique où il y a des tambours, ah ben les démons ils vont rentrer chez toi. Si tu touches quelqu'un qui est initié, qui est dans le vaudou, il y a des démons qui vont rentrer chez toi. Si quelqu'un te coiffe et que le coiffeur ou la coiffeuse elle est dans le vaudou, tes cheveux vont tomber, elle va mettre des démons sur toi. Donc c'est de là que vient cette peur. Et c'est pas facile, même quand quelqu'un arrête d'aller à l'église. Mon frère, c'est très difficile que la peur s'en aille. C'est comme une femme qui s'est fait violenter par quelqu'un de sa famille toute son enfance. Elle aura beaucoup de mal à faire confiance à un homme. Pourtant, elle sait que c'est l'homme qu'elle en face de lui doit rien faire. Même un homme, c'est la nature humaine. Hein. Exactement. Et donc, du coup, on est face à ce dilemme. Et c'est pour ça que des personnes, on va parler après de ta mission, mais c'est ça que des personnes comme toi, des personnes comme moi, des émissions comme Minokan sont importantes pour essayer de parler aux gens, de les mettre à l'aise, parce que c'est vrai que les gens maintenant, Internet, c'est une révolution, mais Internet fait beaucoup de mal. Les gens maintenant, tout le monde se conforte avec le téléphone. On veut apprendre une religion à travers un téléphone, on veut apprendre une spiritualité à travers un téléphone. Le téléphone ne fait pas tout, parce qu'il y a des vibrations, il y a des choses qu'on ressent quand on se met en connexion avec ses divinités, avec ses ancêtres. Le téléphone ne fait pas tout. Et toujours, je le dis toujours, tu t'es fait initier étant enfant. Mais l'initiation, c'est pas une fin en soi. Tu as dû continuer ton apprentissage. Tu as dû continuer à faire des sacrifices de ton temps, des sacrifices physiques, des sacrifices de ta personne. Eh ben, c'est la même chose. À partir du moment que tu tout sauf sacrifice humain. Exactement. Mais c'est ça le sacrifice humain, c'est sacrifier de ta personne, de ton temps. Exactement. Et les gens qui sont derrière leur téléphone, pour moi, c'est pas un sacrifice. C'est pas un sacrifice. Et ces gens-là, ils veulent apprendre sans donner de leur temps. Et je dis mettre toujours, à ton niveau. Exactement. Si tu veux avancer dans le vaudou et dans n'importe quelle spiritualité, il faut vraiment donner ta personne. Sinon, tu ne reçois pas. On va faire une courte pause et on revient tout de suite avec notre frère Egunchi Benzin, fondateur de la LDNA. Je le dis bien maintenant. À tout de suite. Aïe Bobo, bienvenue dans notre rubrique Cherchez qu'on est. Comme vous le savez, et Cherchez qu'on est, c'est une rubrique à travers laquelle on apprend ensemble quelque chose pour savoir que dans le vaudou, dans la spiritualité ancestrale, il y a plein de choses à savoir et qu'on découvre au fur et à mesure qu'on avance dans cette spiritualité. Cette semaine, on va parler du basilic. Vous le savez, on arrive bientôt en fin d'année et donc vous savez, dans la Caraïbe, et dans le vaudou, notamment en Haïti, on va rentrer en période de bain. Donc les bains de fin d'année, les bains de purification, les bains chance, on a aussi ce qu'on appelle les bains démarrage, on a aussi les bains Makaya. Donc il faut savoir que c'est vrai que dans le bain Makaya, c'est pas un bain chance. Ce n'est pas un bain de purification qu'on appelle notamment bain Guillon. C'est un bain, on va dire, démarrage. C'est un bain pour vous remembrer, pour revigorer votre corps astral, votre corps éthérique, pour vous donner cette protection, pour vous redonner un boost pour cette nouvelle année, pour refaire briller votre étoile, votre chance. Donc, souvent, on emploie la plante qui s'appelle basilic. On entend souvent cette plante, que ce soit dans l'art culinaire, que ce soit même dans la magie, que ce soit aussi dans les bains. On parle souvent du basilic. Mais qu'est-ce que le basilic? À quoi ça sert? D'où ça vient? Maintenant, vous savez, avec la déportation, avec l'immigration, avec la découverte de nouvelles terres, de nouvelles îles, tout a été importé, tout a été exporté. Donc, on trouve un petit peu des plantes originaires de certains pays qu'on retrouve dans la Caraïbe, mais elles ne sont pas forcément caribéennes. Ok? Donc, aujourd'hui, on parlera du basilic. Vous avez tous déjà vu cette plante verte, comme vous voyez à l'écran.
On la trouve dans les Antilles, dans la Caraïbe, en Haïti, en Amérique du Sud. On la trouve aussi en Europe, mais d'où vient-elle? Donc, c'est une plante qui vient de la famille des Lamiacées. Ok, on la trouve, en général, elle est verte, mais aussi, on peut la trouver pourpre, donc un sorte de bordeaux rouge foncé. C'est une plante qui est originaire d'Asie du Sud, des Indes. C'est une plante qui est originaire également d'Afrique centrale. Quand vous allez ici, par exemple en Europe, en France notamment, vous allez chez l'alimentation exotique, notamment qui sont tenues par des Asiatiques, vous voyez, il y a du basilic thaïlandais et il y a le basilic traditionnel. Ils n'ont pas la même forme, mais ont à peu près le même goût. Eh bien, en Asie, c'est eux qui avaient le basilic. Et on trouve aussi le basilic en Afrique centrale. Le basilic a été exporté vers l'Égypte 2000 ans avant notre ère, donc 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est au IIe siècle qu'on a commencé à faire venir le basilic en Europe, notamment en Italie, qui sont des très grands consommateurs de basilic. On a fait exporter le basilic vers les Amériques à la fin du IXe siècle. Donc vous voyez, c'est une plante à la base qui vient d'Afrique centrale et qui vient d'Asie du Sud. Cette plante a 1000 vertus, a plein de vertus. On l'appelle herbe royale. Pourquoi on l'appelle herbe royale? Parce que c'est une plante que l'on donnait en offrande à Bouddha, que les hindous offrait en offrande à Bouddha. Donc, on lui donnait le nom de herbe royale. Mais c'est une plante, comme je dis, un petit peu flip-flap. Quand je dis flip-flap, qui veut dire qu'elle a deux pôles, positif, négatif, comme le clou de girofle. Le basilic, c'est une plante qu'on utilise beaucoup pour conjurer les mauvais sorts. Mais on va en revenir après. D'abord, je vais parler avec vous du côté médicinal, de la pharmacopée. Le basilic, c'est une plante qui est sous la dimension du feu. Ok? Ne me demandez pas pourquoi, il faut être vaudouisant. Comme dit le frère Béanzin, il faut se faire initier pour savoir certaines choses. Comme on sait que c'est la plante qui est sur la dimension du feu. C'est une plante qui a plein de vertus. Donc, elle peut soigner la toux. Elle peut soigner également la constipation, la diarrhée, la bronchite, les rhumatismes, les crampes d'estomac. C'est un tonique, c'est un antispasmodique également, un antiviral. Et on peut la prendre également en tisane parce qu'elle combat les nausées et les flatulences. Vous savez, aujourd'hui, avec la technologie, on a la possibilité d'utiliser les huiles essentielles. Toujours, je conseille aux gens d'utiliser des huiles essentielles bio, extraites à froid. Parce que vous pouvez utiliser quelques gouttes sur le charbon pour faire brûler et parfumer votre odeur. Parce que dans ces cas-là, elle est calmante et relaxante. C'est bien pour les gens qui ont du surmenage intellectuel, ça donne un effet relaxant. Maintenant, on va passer du côté spirituel. Quand on se sert du basilic, notamment dans les bains, spirituellement, en Afrique, je vous ai dit, dans certaines contrées d'Afrique, on utilise le basilic pour conjurer le mauvais sort, pour enlever un petit peu les mauvaises énergies, ce qu'on appelle chez nous le guillon, un peu la malchance, un peu la poisse. On l'utilise, on se lave avec, ou on le mélange à d'autres plantes pour se laver avec. Également, dans les îles, on utilise beaucoup le basilic. Quand je dis les îles, je parle de la Caraïbe, bien sûr. On utilise beaucoup le basilic pour attirer la sympathie. Ça harmonise, ça vous attire la sympathie des gens. On l'utilise beaucoup dans le couple également. Quand on fait des bains dans le couple, donc vous savez, il y a des choses qu'on ne va pas tout dire là parce qu'il faut quand même être dans la spiritualité. Mais on utilise le basilic, ça harmonise les relations de couple. Ça apporte la chance et la prospérité financière. Je conseille souvent aux gens, quand vous êtes un peu stressé, quand vous êtes surmené intellectuellement, vous mettez toujours un verre d'eau sur votre table de chevet et mettez 2 branches de basilic. Ça vous permet de détendre l'ambiance de votre chambre et ça purifie votre atmosphère également et ça vous permet d'être moins surmené intellectuellement. Donc la charge d'énergie est plus légère et surtout prenez du thé. Voilà, c'était tout pour le basilic. Je vous dis aïe bobo, on revient tout de suite avec la suite de notre émission. Aïe Bobo, on est de retour dans Minokan avec notre invité Egunchi Béanzin, fondateur de la LDNA. Avant de continuer, je remercie Estella Jewelry pour le prêt des tenues et des bijoux. Vous avez son numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran, vous pouvez la contacter. Elle habille hommes, femmes, elle a des bijoux ethniques, hommes et femmes. Donc vous serez très heureux de trouver votre bonheur avec Estella Jewelry. Egunchi Béanzin. On va continuer.
Et le thème de ce soir, c'est comment vaincre ses peurs face à un retour à son identité. Et donc ce soir, notre frère Egunchi Béanzin, fondateur de la LDNA, m'a fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous pour discuter, échanger autour de ce thème. Egunchi, les gens ont écouté tout ce que tu as dit depuis le début par rapport à la spiritualité, par rapport aux divinités, au vaudou. Qu'est-ce que le vaudou? Donc moi, je me mets à la place de quelqu'un qui est en train de se chercher. Par quoi dois-je commencer? Comment faire ce retour? Et ça, souvent, c'est vrai que les gens peuvent dire, bon, lui, pour lui, ça a été facile, sa mère était déjà prêtresse. Mais maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas ses parents qui sont dans le vaudou, quelqu'un, même ses parents, ils vont à l'église, quelqu'un qui se cherche, mais qui n'a pas de repère. Par quoi il peut commencer? Comment faire? Qu'est-ce que tu peux lui conseiller? Quels sont les premiers gestes de secours, on va dire? Ce que je peux dire, c'est comment est-ce qu'on peut renier ses parents et trouver la paix? Comment un enfant peut renier ses origines et être heureux? Même la science n'arrive pas à résoudre ce mystère parce que vous voyez, même les enfants éprouvettes, quand ils sont adultes, cherchent à renouer des liens avec leurs parents biologiques. Tout à fait. Moi, ce que je conseille à ces frères et sœurs afro-descendants qui veulent faire un retour aux sources, de ne pas se poser trop de questions. Ah oui, ça c'est... Il ne faut pas... Parce que bon, je sais que les gens vont encore me critiquer plus tard, parce que je dis que nous, l'homme noir, nous réfléchissons beaucoup, mais nous ne posons pas des solutions, des actes. Je ne dis pas que réfléchir, ce n'est pas bien. Un corps a besoin, un cerveau, c'est fait pour réfléchir. Mais le problème, c'est que nous réfléchissons tellement que ça nous prend 95% de notre temps et de notre énergie. Et de notre énergie, et finalement, à la fin, on ne produit rien de tout cela. Donc, moi, je dis aux personnes qui veulent faire un retour à la source, si réellement ça les tente, ils peuvent d'abord m'écrire. Bon, certes, je n'aurai pas le temps. On va voir après par rapport à ce que tu proposes, oui. Mais il faut qu'ils franchissent le pas en allant directement à la source. Et c'est là où je dis, soit faire des voyages pour découvrir. Parce que on arrive à voyager pour aller au Maghreb, pour aller en Thaïlande, pour aller à Dubaï, pour aller visiter les mosquées des autres. Voilà, il faut voyager dans les pays où cette religion, ces choses sont pratiquées, pour d'abord faire le premier pas et franchir, s'il faut, ensuite réellement le pas pour s'initier. Parce que on le voit chez les autres. Ceux qui sont conquérants, par exemple, je prends toujours l'exemple, les conquérants, il arrive toujours avec un sac à dos. Il vient pour visiter ton pays, pour voir comment ça se passe. Il finit, il repart et il revient avec sa famille, toute une armée, voilà, pour maintenant envahir ton pays. Donc, moi, je pense que pour faire ce retour à la source, il faut voyager. Il faut découvrir. Ne pas avoir peur de venir dans les cérémonies, voilà, de venir assister à des choses. Il ne faut pas avoir peur. Il faut faire des recherches. Une fois qu'on a les recherches sur Internet, il faut maintenant passer aux pratiques. À l'étape supérieure. À l'étape supérieure. Oui. Il ne faut pas se poser trop de questions. Moi, je dis toujours que la peur ne résout pas les problèmes. Tu as eu affaire à des gens qui étaient intéressés au vaudou, mais qui avaient très peur? Oui, j'ai eu affaire à des gens qui, au départ, avaient très peur. Et j'ai pris le temps de parler avec eux. Déjà, quand j'ai fini par expliquer c'est quoi le vaudou et c'est quoi le zoka, c'est-à-dire la magie noire, en fait, c'est comme si je venais d'éclairer dans la tête de ces personnes. Ah, ils m'ont dit, ah, d'accord. Tu me rassures. Voilà, tu me rassures. Et tu l'as dit au début parce que beaucoup de personnes pensent que le vaudou, c'est sacrifier ses enfants. Non, en fait. Et il faut expliquer aux gens
que nous, moi, en tant que pratiquant, en tant que vaudouisant, en tant que vaudouiste, quand je vais prier, je prie avec du cola. Je dis, voilà, j'ai un projet. Si à la fin de l'année, mon projet se réalise, je reviens vers les ancêtres, je vous offre du cola, de l'alcool, de ça. Mais il n'y a pas c'est comme tu vas à l'église, tu pries Jésus, tu dis, voilà, Jésus, aide-moi. Si mon salaire, on augmente mon salaire, je viens, je te donne 10% de mon salaire. C'est la même chose. C'est juste qu'ils ont pris ce que nous, à la base, l'originalité, c'est nous. Les religions les ont détournés et ils en font aujourd'hui ce que nous voyons. Donc moi j'invite vraiment les frères à franchir le pas, mais dans la douceur. C'est comme quand tu fais la cour à une femme, tu y vas, mais vraiment tu prends ton temps, c'est la même chose. Il ne faut pas avoir peur. Et le retour à la source, pour moi, ça se fera naturellement. Il ne faut pas forcer les gens. Surtout, dans le vaudou, on ne force pas les gens. On n'oblige pas les gens à devenir vaudouistes. Moi, je respecte ceux qui sont chrétiens. Je respecte ceux qui sont musulmans. C'est la règle chez nous. On respecte toute personne qui n'est pas comme nous. On doit le respecter. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que même le Vatican, si je ne me trompe pas, en 1964, a reconnu le vaudou et a fait la paix avec le vaudou. Vous comprenez? Parce qu'à un moment, le Vatican diabolisait beaucoup. Oui, il a reconnu le vaudou comme une religion. Comme une religion à part entière. Voilà. Et quand vous allez au Vatican, il y a une pièce, c'est que des vaudous dedans. Moi, j'ai un oncle qui a travaillé là-bas, donc je sais, ils le savent. Ils ont pris beaucoup de nos divinités en Afrique. Oui, beaucoup de nos pratiques. Beaucoup de nos pratiques, voilà. Donc, vraiment, je dis aux gens de franchir le pas, mais en douceur, de ne pas se forcer. Et si ce n'est pas pour vous, alors attendez. Et surtout, il faut se dire que c'est les ancêtres qui viendront vous chercher. Et quand les ancêtres viennent vous chercher, par contre là, vous ne pouvez pas l'éviter, vous ne pouvez, même si tu es millionnaire, soit tu retournes vers les ancêtres ou tu vas tout perdre. Quand les ancêtres te désignent, tu ne peux pas échapper. Il y a des gens des fois qui sont plus en paix, en fait, ils sont tourmentés parce que ça les obsède. Ça les obsède, exactement. Voilà. Et parce qu'ils veulent pas, mais de l'autre côté, ils sentent que c'est comme si ça t'appelle. Ça t'appelle, voilà. Et donc quand tu sens l'appel de tes ancêtres pour se reconnecter à tes ancêtres, il faut franchir le pas. Moi, aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même. Mes proches, les gens qui sont autour de moi me disent tout le temps, mais pourquoi tu ne réagis pas? Les gens t'attaquent, lui, il te veut du mal. Je dis, tu sais... Tu rencontres ça, des gens qui te veulent du mal ou qui veulent... Est-ce que tu rencontres, même si ça peut ne pas te toucher parce que tu es protégé, mais est-ce que tu rencontres des fois des gens... vaudou ou pas vaudou, mais qui font des attaques physiques ou mystiques vers toi? Oui, en fait, les gens qui veulent du mal, c'est-à-dire dans la lutte que nous menons, par exemple, voilà, qui ne veulent pas voir ta lutte aboutir, ce que tu fais aboutir, ou qui aimeraient peut-être demain que tu ne sois plus là, qu'il t'arrive malheur, ou les problèmes de tous les jours qui arrivent, je suis toujours serein. Et je dis toujours à mes proches, aux gens, que ce soit à mon équipe, vous savez pourquoi je suis serein? Parce qu'en tant que vaudouiste, ce n'est pas à moi de demander le mal. Oui. Et puis tu sais que tu n'es pas seul. Et je sais que je ne suis pas seul. Moi, tout ce que j'ai à faire, je me confie aux ancêtres. Et mes ancêtres, eux, en retour, se chargent de s'occuper de ceux qui me veulent du mal. Et des fois, chez nous, si je peux me permettre, vas-y, hein. Nous disons que dans le vaudou, par exemple, si aujourd'hui je suis venu faire ton émission, si demain je suis chez moi et je découvre une vidéo où par exemple tu parles mal sur moi, tu m'insultes, etc., je ne le prendrai pas mal. J'irai vers les ancêtres et je vais les remercier. Parce que nous disons chez nous, vaudou Léo, c'est-à-dire quand les ancêtres t'attrapent, quelqu'un avec qui tu marches, que tu connais pas, peut-être prépare du mal, veut te faire du mal. Un jour, tu es là comme ça, ton téléphone va sonner, et c'est cette personne au bout du fil, il va te dire, tu sais, on m'avait payé pour te faire ça, je devais te faire ça, il faut pas le prendre mal. Ça veut dire que c'est vaudou léamère. Ça veut dire que c'est les ancêtres qui ont permis à cette personne de te révéler au fait, voilà ce que on voulait te faire. Donc moi je vis comme ça. C'est-à-dire que des fois je me réveille, j'apprends que telle personne a voulu.
ça me fait sourire. Je dis, tu sais, je te pardonne. Parce que si aujourd'hui, c'est public et que tu me le dis, je sais, c'est parce que les ancêtres, ce que moi je pratique, c'est eux qui te poussent, qui t'ont attrapé à venir te confier. Et donc, j'accepte, je ne suis personne pour dire non, je ne te pardonne pas. Parce qu'en tant que vaudouiste, les règles que je dois suivre font partie de cela. Je suis dans le partage, l'amour, la protection. Donc je n'ai pas à refuser quelqu'un qui vient me dire que j'ai voulu te faire du mal, mais je ne l'ai pas fait, donc je te le dis. C'est pour ça que je suis toujours zen, je suis toujours serein. Et des fois, les gens pensent que c'est être arrogant ou que je suis insolent. Non, c'est pas de l'insolence, c'est pas de l'arrogance. C'est juste que je suis sûr de ce que je pratique. Je suis en paix avec moi-même. Je ne veux du mal à personne. Donc, je ne peux pas vivre angoissé en disant que les gens me feront du mal. D'accord. Merci, Aïbobo. Aïbobo. Qu'est-ce que tu peux dire? C'est vrai qu'il y a parmi les afro-descendants et qui veulent faire ce retour à leur véritable identité et qui s'intéressent au vaudou. Oui. Ils s'intéressent au vaudou, notamment, tu as vu la rubrique que j'ai fait par rapport au basilic. Ils s'intéressent à tout ce qui va être, on va dire, physique, métaphysique, à ce qui va être intellectuel, voire scientifique. Mais ils veulent prendre que cet aspect-là. Donc nos ancêtres, ils étaient forts, ils étaient intelligents, ils ont fait les pyramides, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Ils savaient manier la pierre, ils savaient manier le fer, ils ont pu faire avec le verre, ils ont fait des perles de verre, ils ont fait des colliers, ils pouvaient tout faire. Mais ils veulent l'aspect spirituel, ils ne le veulent pas parce que pour eux, c'est comme si rentrer dans la spiritualité, comme tu dis, se mettre à genoux, 3 fois le sol, tout ça, pour avoir une bénédiction. Pour eux, c'est comme si c'est rétrogradé, c'est archaïque. Mais non, maintenant, en 2020, on n'a pas besoin de ça. Maintenant, on a la science. Donc, qu'est-ce que tu veux dire à ces gens-là qui veulent la partie ancestrale, mais juste pour la partie historique? La partie scientifique, métaphysique, mais la partie spirituelle, les divinités, ils veulent pas. Par exemple, il y a des gens qui veulent, par exemple, des fois faire des bains. Donc, c'est vrai que je n'ai même pas pensé à te poser la question. Vous faites des bains aussi, je crois, chez vous. Si je dois te répondre, je te dirais que la première des choses, quand on faute au niveau des interdictions, c'est avec le bain qu'on se purifie, avec les herbes, pour se purifier de ce qu'on vient de faire, qu'on n'a pas le droit de faire. Rassure-toi, je te dis, c'est la même chose. Au niveau annuel, est-ce que vous avez des rites annuels où vous prenez des bains de protection ou des bains de chance, des bains pour... si tu as un projet, tu peux faire ta prière à tes ancêtres. Et par exemple, tu vas prendre un bain, ta mère ou peut-être toi-même, tu sais que telle feuille, c'est bon, tu vas faire ça pour attirer. Est-ce que vous avez des choses comme ça? Oui, on a des choses comme ça tout au long de l'année. C'est tous les jours. Par exemple, demain, à Révessi, qui est ma mère biologique et spirituelle, je peux aller la voir, dire je veux un bain parce que j'ai fait ça, je ne devais pas le faire, ou parce que j'ai envie et je fais le bain. Mais chaque année, il y a la grande cérémonie que nous faisons pour les divinités, pour les ancêtres, que nous appelons Milatropeta. C'est-à-dire, ça veut dire que on va faire la cérémonie où là on remercie les ancêtres, les divinités de tout ce que ils nous ont, de grâce de l'année. Et là, on invite tous les Hounons, les prêtres, les prêtresses. C'est vraiment une cérémonie qui dure pendant 2, 3, 4, 5 jours. Ça dépend du budget que vous avez, où ça chante. Les divinités viennent s'exprimer à travers les... Donc, c'est vraiment, au fait, ça, c'est la fête annuaire. Et il y a des bains pendant cette fête? Et il y a des bains pendant les cérémonies, pendant les offrandes. Il y a des bains que nous faisons, et c'est ce moment-là qu'il y a beaucoup d'afro-descendants qui sont initiés, viennent, parce que c'est là où vraiment, quand tu es là, parce que là, on fait vraiment venir les divinités. Tu te recharges en même temps. Tu te recharges en même temps, parce que là, il y a les divinités qui seront là, ou ceux qui partiront rendre des comptes, comme je dis, à Maougan, parce que eux aussi sont jugés. Ce sont des divinités qui sont jugées aussi. Donc pendant 7 jours, ils font leur voyage, où ils vont aller rendre des comptes à Maougan, le Dieu suprême, de leur passage, de leur devoir, de leur combat sur terre. Donc ceux qui ont fauté ne reviennent pas ou sont punis, et ceux qui
ils reviennent. Voilà, donc ça c'est chaque année, c'est comme ça. D'accord, très bien. Oui. Nous, on a un petit peu ce rituel, en fait, ce genre de fête-là, qu'on célèbre Makaya chaque fin d'année, où c'est des rituels. Et donc, aussi, il y a les bains et les divinités viennent, voilà. on donne les protections, on réchauffe les protections. Et c'est vrai que ça peut être, c'est intéressant, c'est important d'assister à ce genre de cérémonie avant le passage à la nouvelle année. Et donc, la prochaine cérémonie, d'ailleurs, c'est au mois d'octobre. Donc, au mois d'octobre. 2021. Non, de 2021, exactement. Oui, 2021. De 2021, parce que c'est là, on s'est déjà passé, où les gens, les afro-descendants qui sont initiés par ma mère spirituelle, descendront tous là-bas pour faire cette fête et surtout faire lever leurs promesses qu'ils ont fait aux divinités. C'est le moment de les accomplir. Voilà, c'est le moment d'accomplir tout ce que vous avez demandé et que vous l'avez reçu, par exemple, la santé pour soi, pour ses enfants, au niveau des examens de ses enfants, le travail. Donc, au fait, voilà, si tu as promis de venir donner 100 € aux ancêtres en achetant de la viande, des moutons, des trucs, ou faire, bah, au fait, tu reviens et offrir cela. Si on ne va pas te forcer si tu ne veux pas le faire. Sûr. Mais attention. C'est ta promesse avec les divinités. Les divinités. Le retour, tu l'auras si tu ne veux pas tenir ta promesse. Donc c'est exactement ça. En fait, donc du coup, c'est très bien. Merci d'avoir répondu à ce petit point très important. Et donc, du coup, il y a des gens qui veulent faire les bains. Tu vas sur Internet, tu trouves bain nouvelle année, bain de chance, bain ceci, bain cela, bain attirance, bain d'amour. Et ils veulent faire le bain. Mais tu vas leur dire... tu vas allumer une bougie et il faut que tu pries tes ancêtres. Mais oui, mais ça sert à quoi de prier les ancêtres? Parce qu'on sait que déjà que telle feuille, ça donne ça. J'ai pas besoin de prier les ancêtres. Si tu dis tu vas prier telle divinité, oui, mais ça va servir à quoi? Qu'est-ce que ça apporte de plus si je prie cette divinité? Les gens veulent, il y a des afro-descendants qui veulent que la partie scientifique, la partie pharmacopée des plantes, mais qui ne veulent pas la partie spirituelle, mystique. Comme toi, tu as dit que quand vous faites votre cérémonie, les divinités viennent, les divinités donnent des messages, les divinités disent tu dois faire ci, tu dois faire ça, les divinités peuvent te bénir, ils peuvent te faire une miséricorde, voilà. Exact. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là qui veulent pas cette partie... Qui ont peur, on va dire. C'est une peur qu'ils ont. Je sais pas si c'est une peur ou ils sentent que c'est retournant en arrière. Parce que tu sais, quand tu vas à l'église, t'es en costume. Et là, maintenant, tu vas me dire de danser les pieds à terre, de me rouler par terre. Les gens, peut-être ça... Mais c'est ce qu'ils font, pourtant. Mais je suis désolé, c'est là, t'as pris l'exemple où ils le font le plus. C'est à l'église, ça danse pieds nus, ça roule par terre, ça saute, ça fait... Mais c'est vraiment là-dedans qu'ils le font. C'est à l'église. Donc, c'est comme si c'est l'église bis, en fait. Comme voilà, si, mais sauf que, au fait, ils veulent, comme tu dis, prendre ce qui seulement les intéresse, le reste, ils veulent le laisser. Alors, à ces personnes, moi, je réponds, ne venez plus vous plaindre dans ce cas sur les réseaux pour dire, pourquoi il y a des blancs qui vont se faire initier, pourquoi? Si vous abandonnez... Je le dis souvent. Si vous abandonnez ce qui est à vous, ce que vos ancêtres vous ont laissé, ne venez pas vous plaindre que les autres viennent s'initier. Moi, je dis qu'en tant que en tant que vaudouiste, je n'ai pas à refuser si une personne qui vient me voir, qui n'est pas noire. Tu m'as volé la question de la parole de la bouche. J'allais te demander, parce que moi, j'ai mon opinion. D'ailleurs, il faut que je fasse une émission spécialement sur ça, les blancs dans le vaudou. Oui. Parce que c'est une grosse pomme de discorde. Certains disent non, les blancs, ils ont rien à faire dans le vaudou. D'autres disent pourquoi pas. Et c'est vrai que moi, j'ai mon opinion que je donnerai après. Mais toi, que penses-tu? Est-ce que tu penses, par exemple, Ptoleka ou Evioso ou Elegba ou peu importe d'autres divinités du vaudou, est-ce que tu penses que ces divinités-là n'aiment pas les blancs? Ou si un blanc est intéressé de venir, Egunshi, j'aimerais bien, j'ai des problèmes de famille ou de santé, j'aimerais bien venir chez toi pour que ta maman m'emmène voir une divinité, que je puisse faire une promesse. Est-ce que cette divinité, sous prétexte que cette personne est blanche, va la rejeter? Alors, d'abord, nous les deux, parce que tu as cité des noms de divinités que nous, avant de les citer, nous disons toujours, et nous les dos, parce que quand on cite, voilà, c'est quand on cite ces divinités, c'est très important de leur donner d'abord le respect, pour dire que c'est pas un manque de respect, le fait de les citer comme ça, parce que tu as cité Rebieso,
qui est, je pense que tu connais. Oui, 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 oui. Voilà, Papa Legba, ou Sakbate, Aidant, etc. Comme je dis, dans le vaudou, il n'y a pas la couleur. Moi, c'est en France que je suis arrivé. De base, je n'ai pas la haine. C'est là, en France qu'on m'a appris la haine. Aïe bobo. Comprenez? Je ne connaissais pas la couleur. C'est en France qu'on m'a appris ce que c'est que la couleur. Et je pense qu'on se comprend. Tout à fait. Voilà. Donc, quelqu'un qui vient me voir pour me dire « Je veux m'intéresser au vaudou, mais il n'est pas noir ». Je ne suis personne pour lui dire « Je refuse parce que tu n'es pas noir ». Non. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis personne. C'est le rôle de la divinité. C'est le rôle de la divinité. Oui. C'est à la divinité de décider une fois le processus avant l'initiation, parce que on ne vient pas s'initier comme ça. Il y a un processus. Il faut passer des étapes avant, de préparation, Aïe, bobo. Pour être sûr que ça va le faire, etc. Donc, chez nous, nous disons, nous sommes les enfants des troncs mégans. Ça veut dire que l'objectif des troncs mégans, on ne peut pas renier ses enfants. Un blanc qui veut revenir à la spiritualité ou qui veut venir dans la religion vaudou, les blancs sont des descendants des Africains. Est-ce que nous devons chasser toute personne qui revient à la source, qui décide de revenir à la source? Parce que oui, il est blanc, mais c'est un afro-descendant. Un blanc est un afro-descendant, parce qu'il descend de l'homme africain. Tout à fait. Est-ce que nous devons, nous, en tant qu'humains, dire non, toi tu es blanc, tu ne peux pas venir dans notre religion, alors que lui, sa religion, vous êtes les premiers vous-même à le propager dans le monde. Oui. Donc vous prenez leur religion, vous les propagez, vous glorifiez, vous dansez, vous donnez 10% de vos salaires, vous roulez par terre, vous faites tout. Mais quand lui vient pour faire un retour à la source, que vous avez peur ou que vous ne vouliez pas faire, vous allez dire non, on ne doit pas les accepter dedans. Moi, je pense que c'est une question qu'on ne peut pas trancher comme ça pour dire tu es blanc, tu n'as pas le droit de venir dans la religion vaudou. Le vaudou n'a jamais parlé de couleur. Le vaudou ne reconnaît pas la couleur. Le vaudou, la seule chose que le vaudou regarde, c'est le cœur. C'est la pureté. C'est ça que regarde le cœur. Je le dis toujours. Là, voilà. Tu as même dit que les blancs sont des afro-descendants. Moi, je dis même encore plus simple. Aujourd'hui, on voit que c'est très en vogue les tests ADN. Pour savoir d'où venons-nous. Souvent, nous, Caribéens ou même les Afro-Américains font ces tests ADN parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. C'est vrai qu'on dit non, moi je suis antillaise, mais antillais c'est pas une race. Oui. Haïtien ce n'est pas une race. C'est une nationalité. Voilà, ce n'est pas une race. Quand on dit que je suis haïtien, je connais pas la race haïtienne. C'est une nationalité qu'on a eue à partir de 1804. Donc ça veut dire qu'à la base, on vient tous de quelque part. Donc il y a ce truc, ce test ADN. Donc il y a plusieurs grands laboratoires qui peuvent avoir à partir de votre ADN et à partir de votre ADN, ils peuvent déceler votre patrimoine génétique et savoir à quelle tribu, quelle ethnie vous venez. Eh bien, vous savez que même nous, on peut avoir la couleur noire, ou il y a même des noirs qui sont même plus foncés que toi. Eh bien, qu'on leur dit, vous avez 3% d'Italiens, vous avez 10% d'Espagnols. Eh bien, c'est la même chose. On peut voir un blanc. Il a la couleur blanche, mais il a 5%, 10% de noir. Et qu'est-ce qui te dit que c'est pas ces 5%, c'est pas ces 10% de noir qui font que il y a ses ancêtres là, dans ces 10% de son sang, qui l'appellent. C'est ça, si c'est un appel des ancêtres. On s'arrête à l'apparence. On ne regarde pas le cœur. Les lois, donc nous on dit les lois en Haïti, les lois regardent le cœur. Et encore pire, quand tu as dit que tout à l'heure, oui, que quand on est intéressé, une fois qu'on a fini la première étape, c'est de s'informer, les livres, le YouTube et Google, eh ben, la deuxième étape, c'est quoi? C'est de se déplacer, d'aller assister, d'aller regarder. Eh ben, tu sais, il y a des blancs. Ils viennent assister dans des cérémonies. Ah, mais là, c'est le show, hein. C'est le show. Ah oui, c'est le show. Oui, c'est ça. Ça se roule par terre. Des fois, même la divinité les possède. Mais toi-même, tu es noir, tu n'es pas possédé. Tu n'es pas possédé. Donc, ça veut dire que tu te dis, mais qu'est-ce que ce blanc-là a que toi-même tu n'as pas. Et souvent, des fois, certains blancs ont cette pureté de cœur, ont cette prédisposition, des fois dans les gènes, dans ses racines, dans ses ancêtres, dans sa lignée familiale, que certains afro-descendants n'ont pas. Donc c'est pour ça que le vaudou, au jour d'aujourd'hui, c'est pas qu'une question qu'on peut trancher. Oui,
ou non. Non. Et nous, moi, je pense que c'est on du n'est cas pas par en cas. légitime, on est pour trancher. C'est ceux qui sont encore au-dessus de nous. Oui, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, en fait, qu'il faut traiter. Et surtout, en tant que vaudouisant, c'est très important de le dire aux gens, le vaudou est une religion d'ouverture, de paix, d'amour, de partage, et surtout non violent. Oui. Parce que aucun vaudouisant sur terre n'est parti coloniser un peuple, esclavagiser un peuple, génocider un peuple. C'est vrai. C'est très important de le dire. Et chez nous, nous disons que les divinités... bon, je vais faire juste un petit parenthèse. Moi, je suis allé au Mali récemment. Chaque enfant que je croisais dehors, ou même les fous qui me demandaient de l'argent, je donnais, j'achetais des bananes, j'achetais des fruits, je donnais toujours. Tu fais la charité. Et la personne qui m'accompagnait me dit, mais pourquoi tu donnes à tous ces enfants, on les connaît, ne calcule pas. Je dis, écoute, je suis un vaudouisant, je suis un vaudouiste. Chez nous, les divinités peuvent prendre l'apparence... Ah oui, d'un mendiant. D'un mendiant, d'un fou, d'un humain, pour te tester. Pour te tester. Pour voir si tu obéis, si tu pratiques, si tu mets en exerce, si tu mets l'apprentissage, ce que normalement tu es sans. C'est-à-dire l'amour, le partage, cette moralité. Donc moi, quand je vois ce gamin venir me tendre la main, je ne sais pas si c'est un humain, si c'est un gamin, ou si c'est un esprit qui vient, qui veut me tester parce que peut-être il y a un bonheur qui m'attend, que je donne. Même si j'ai 100 francs CFA, c'est tout ce que je possède pour manger, je vais le donner en offrande parce que je sais qu'en donnant, tu vas recevoir, je vais recevoir le double. Voilà comment nous, on fonctionne. Vous voyez, c'est vraiment pour dire que un blanc qui vient, je ne vais pas lui dire non. Libre à lui s'il vient réellement avec un bon cœur pour être initié. S'il ne vient pas avec un bon cœur, il subira les conséquences lui-même. Oui. Il subira les conséquences. Ça, c'est sûr qu'il subira les conséquences. Maintenant, si nous-mêmes nous abandonnons notre spiritualité, nos cultes, etc., et que les autres viennent pour les prendre, je suis désolé, on n'a pas à pleurer. On n'a pas à pleurer du tout. Parce que eux, d'un côté, la religion, ça contamine le monde. Et nous, moi, je suis heureux. Demain, quand je vois des Asiatiques, des gens dire que, je me dis, bah voilà, ça prouve que ils sont en train de revenir à la source. Oui, ils reconnaissent les bienfaits. Ils reconnaissent les bienfaits. Ils reviennent à la source. Être initié, c'est ça qu'on a dit au début de l'émission. Beaucoup de personnes confondent le fait d'être initié et posséder des secrets. C'est pas parce que tu es initié que ça veut dire que tu possèdes le secret de tout. Non, tu es juste initié, tu viens faire ta prière, on t'aide à faire... Mais c'est tout. Oui, c'est vrai. C'est tout. Au fait, il ne faut pas confondre un simple initié, c'est-à-dire un fidèle, un disciple qui va prier, et non ceux qui détiennent les secrets, les choses. Il y a des choses que nous-mêmes, dans ma famille, ma mère spirituelle, qui est ma mère biologique, jusqu'à présent... Elle t'a pas dit. Elle ne m'a pas dit, elle ne me transmet pas. C'est ça, parce qu'en fait aussi, même quand on est initié, même quand on est prêtre ou prêtresse, ce qu'on appelle, il y a aussi, l'initiation ou même la prêtrise, c'est une route, c'est pas une porte. Ça veut dire que demain tu peux te marier, ta mère elle te donne certains conseils en tant que nouveau marié, mais elle va pas tout te dire. C'est quand tu vas commencer à passer des épreuves, elle va te dire mon fils viens t'asseoir. Tu vois ça? Voilà comment il faut agir, comment il faut agir. Quand tu auras peut-être 20 ans de mariage, elle te dira encore autre chose. En fonction des étapes que tu vas traverser, elle va savoir que tu es prêt à recevoir tel enseignement. Eh bien c'est pareil. Oui. Tu viens d'être initié ou tu viens d'être sacré prêtre ou prêtresse, c'est pas tout, on te dit, parce que les gens, on te teste aussi pour savoir est-ce que tu voulais juste être prêtresse, être prêtre et puis faire du n'importe quoi. On dit, on attend, des fois même c'est la divinité qui va lui révéler, te dire bon, maintenant donne-lui ça, maintenant dis-lui ça. C'est ça. C'est comme ça. Et les gens ne comprennent pas. Et c'est vrai que faut pas aller en vouloir parce qu'ils ne sont pas dedans, ils ne peuvent pas comprendre. On va dire c'est la colonisation mentale, spirituelle également, qui a fait tout ça. Et c'est pour ça que je dis que je peux te parler d'un restaurant. Je peux tout te dire, c'est bon, c'est ci, c'est ça. Mais tant que toi-même tu vas pas goûter, tu ne sauras pas. Tu ne sauras jamais. Et surtout le vaudou, c'est une famille. Moi, je vais en Haïti. Toute personne qui est vaudouisant, je lui dis
que je suis vaudouisant, je sors le nom de ma divinité, il doit m'ouvrir sa porte. Oui. Il doit partager avec moi. Parce qu'il y a aussi il y a aussi une autre sœur à toi aussi qui était là, qui disait à peu près la même chose. C'est quand on a ce respect de cette spiritualité. Oui. Et c'est vrai que aujourd'hui, donc là je parle dans un cadre général, le vaudou a beaucoup de problèmes. Beaucoup de vaudouisants ne respectent pas. Voilà. Et donc, du coup, ça nous donne encore plus de travail, oui, plus de problèmes. Ça veut dire que normalement, dès que tu me dis que tu es l'enfant de telle divinité, je dois savoir que, ok, c'est respect. Oui, exactement. Ou pareil. Donc, quand tu sais que tu as affaire à une prêtresse ou un prêtre, il y a un certain respect. Il y a un certain respect, c'est ça. Mais on ne l'a plus parce que souvent, ceux-mêmes qui se disent vaudouisants, des fois même eux-mêmes, ils ne se respectent pas. Je vais donner un exemple. Hein. Parmi les disciples de ma mère, il y a des Européens qui sont ici en France. Il y a aussi des Afro-descendants. Moi, en tant que Hunon, quand je vois ces personnes qui sont européens pour me saluer, ils baissent la tête, ils touchent le sol, et comme je t'ai dit, je le dis à Lafia, ils se lèvent. Mais quand je vois les Afro-descendants, ils ne le font pas. Ah oui. Pour lui, c'est comme si il y a des règles. Il est comme toi. Pour lui, il est comme moi. Il ne comprend pas pourquoi il me voit. Il pense qu'il est plus âgé que moi. Je dis, dans le vaudou, c'est pas l'âge. C'est pas l'âge. C'est pas l'âge dans le vaudou. C'est-à-dire, je sais les choses que tu... C'est pas l'âge, c'est pas le sexe. C'est pas le sexe qui compte, au fait. Oui. C'est-à-dire, même en enfant, moi, au niveau de chez nous, il y a des enfants en qui, moi-même, en tant que Rounon, je me baisse pour le saluer parce que cet enfant, on nous dit, c'est la représentation de telle divinité. Donc, qu'il soit enfant, vieux, même les chiens, même les animaux, on se baisse pour leur dire bonjour. Vous voyez, c'est pour te dire que si nous-mêmes, on a des choses que nous refusons de pratiquer, de respecter. Moi, c'est pour ça que je respecte tout le monde. Je respecte tout le monde et j'ai un comportement, j'ai des choses à partager. Parce que avec le FA, tous les jours, nous savons comment ma journée va se dérouler, comment ma semaine va... Moi, il y a des choses... C'est un guide, ça vous guide. C'est un guide, c'est le secret. Tant que moi, on ne transmet pas. Et d'ailleurs, j'ai partagé une vidéo où j'ai pris la parole parce qu'ils veulent développer un tourisme au niveau du vaudou, parce qu'il y a un prêtre vaudou qui enseigne le fa à des universitaires occidentaux. Oui, qui ensuite... Moi, j'ai partagé sur... J'ai dit, je suis contre. Oui. Je suis pour qu'on ouvre, qui est l'ouverture. Mais partager, apprendre le fa que même... Les locaux, les Africains eux-mêmes, ils apprennent pas parce que tellement c'est quelque chose de très fermé. C'est-à-dire même nous les Hunon, le fa, on ne les maîtrise pas. C'est des gens, des fois, exprès, qui maîtrisent, qui font que ça. Donc le fa, c'est tout ce que nous avons aujourd'hui comme protection. C'est avec ça qu'on sait que demain, il va se passer ça. Il faut anticiper. Moi, des fois, on m'appelle le matin, on me dit, on vient de faire le fa, on a vu aujourd'hui qu'on t'a vu faire un accident. Ça ne veut pas dire que là, je sors, je fais un accident. Ça veut dire qu'on me transmet déjà les choses qui sont en train d'arriver et ce que je dois faire pour anticiper cela. Et les gens qui sont autour de moi le voient des fois. Moi, je reçois les infos, je dis, les gars, aujourd'hui, on m'a dit ça, on a une action à faire, on ne le fait pas parce que ça va se passer. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Et on est là, ils allument la télé. Mais comment tu sais? Je dis, parce que vous pouvez pas comprendre. J'ai le fa. J'écoute beaucoup. Moi, demain, au niveau du fa, ça pose même des fois des problèmes au niveau de ma vie privée, voilà, au niveau des relations, etc. Parce que je peux avoir... sortir au restaurant, le fa dit truc, tu dis on va plus au restaurant. Je vais pas au restaurant. Ou j'ai une copine, elle veut faire ça, telle chose, telle pratique. Je lui dis, moi, je peux pas le faire. Parce que c'est interdit dans mon fa. J'avais vu une publication un jour qui parlait un petit peu des certaines pratiques dans le vaudou. C'est vrai que... C'est interdit. Moi, j'ai dit... j'ai dit non, je sais pas si je t'aurais... Bah voilà, c'est ça qui pose des fois pour moi. Et c'est vrai que nous, j'avais discuté de ça avec certains frères et sœurs vaudouisants aussi. Mais c'est vrai que nous, en Haïti, vous savez, l'Haïti,
Le vaudou haïtien, c'est un florilège, c'est une mosaïque de toutes les pratiques africaines ancestrales, oui. pas que du Bénin. Là, on a du Congo, du Nigeria, du Togo, de la Guinée, du Sénégal, etc. Et c'est vrai que c'est en fonction de ta divinité. T'as une divinité qui va te dire, tu dois même pas manger de viande. Manger ça, voilà. T'as une divinité qui va te dire, tu dois pas manger d'alcool. Exactement. T'as une divinité qui va te dire que oui, elle veut que tu fumes quand tu vas. Fumes, Mais t'as des divinités, eux, c'est vraiment certaines choses. Mais moi, j'ai dit, bon, heureusement, j'ai pas ces divinités. Oui, parce que, oui, c'est ça, c'est pour ça que nous disons que moi, je suis un Hounon, parce que j'ai quasiment, pratiquement, la totalité, voire, j'ai pas tout. Interdits. Voilà, j'ai pas seulement, je ne possède pas que, je ne suis pas initié seulement à une divinité. Plusieurs. Peut-être j'en ai 10, 15. Ouais, plus tu en as, plus les interdits, ça augmente. Bon, là, je vais poser la question du profane. Oui. C'est pas pesant? Non, en fait. Parce que bon, j'ai pas envie de non, on va pas révéler les choses là, ça c'est tout à fait normal. Est-ce que pour toi, c'est pas pesant, ou pour tes femmes, si t'as une compagne, par exemple, comment ça se passe? C'est pas. Bon, ce n'est pas pesant pour moi parce que j'ai fini. Tu es habitué? Je me suis habitué. Je ne dis pas que je respecte à la lettre, mais j'essaye. Entre faire exprès et ne pas faire exprès, les divinités le savent. Mais quand tu fais exprès, c'est pas parce que tu fais, il faut venir te purifier. Au fait, ok, j'ai fauté, tu te purifies. C'est quand tu fais exprès, mais tu ne te purifies pas, tu laisses que ça cause des problèmes. Donc moi, ce que je dis, c'est que une personne qui est seulement initiée, qui a une divinité, franchement, il peut vivre. Mais si tu veux devenir un Hounon, prêtresse ou prêtre, il faut sacrifier beaucoup de choses. Et quand je dis sacrifier beaucoup de choses, ce n'est pas de tuer, mais un degré d'élévation. Par exemple, moi, ce que j'ai autour du cou, voilà, en tant que vaudouisant, quelqu'un qui est, quand il voit ça, il sait tout de suite mon degré d'élévation que j'ai dans le vaudou. Voilà, par rapport à ce que je porte autour du cou. Il sait que, ah, c'est telle personne, il a ce degré-là, il a ce nombre-là. Donc, moi, au niveau des interdits, des fois, ça pose problème avec ceux qui ne sont pas initiés. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi je veux dormir la tête de ce côté, pas de ce côté. Pourquoi je ne mange pas ça. Pourquoi je ne veux pas prendre ça. Mais c'est pas grave. Et la chose, par exemple, ça je peux le dire que dans le vaudou, c'est un truc, mais la sodomie, par exemple, dans le vaudou, c'est interdit. C'est interdit. Vous voyez? Et vous allez même dans les religions aussi, ils les ont, c'est interdit. Et même au niveau, par exemple, du porc, chez nous, vaudouisants, les porcs, ça dépend, comme tu as dit, des divinités que tu as. Les porcs, c'est interdit. Il y a des vaudouisants qui mangent pas de porc. Qui mangent pas de porc. Oui. Voilà. Eux, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, par exemple, je mange du porc. Oui, parce que, toi, tu n'as pas... C'est pas cet interdit-là. Oui, c'est ça, maintenant, exactement. c'est vrai que ça mériterait de faire une émission autour de ça, par rapport à la sodomie, parce que c'est vrai que c'est tabou, parce que elle a beaucoup d'homosexuels, et aussi il y a des femmes qui pratiquent la sodomie. Maintenant, c'est vrai que dans le vaudou, on retrouve des homosexuels. Et souvent, c'est une pomme de discorde, parce qu'il y a des gens qui disent que ils sont nés comme ça. Ils n'aiment pas les femmes. Donc, tu vois, tu secoues la tête déjà, je vois dans l'écran. Non, parce que si je me positionne, tu secoues la tête déjà, je ne veux pas que, à la sortie de l'émission, que on nous bloque, parce que j'aimerais relayer pour que, donc c'est juste pour dire que, il faut comprendre que demain, si je dis ouvertement que, exemple, je suis contre l'homosexualité, je ne suis pas contre l'humain. C'est par rapport à ce que je pratique. À la pratique, c'est par rapport à ce que je pratique, au fait. À ta croyance. À ma croyance. Ouais. Vous comprenez, c'est interdit dedans. Et ça peut amener à la destruction de beaucoup de choses. Vous comprenez? Donc, je vais être contre parce que ce que je pratique. Oui, mais pas contre la personne. Pas contre la personne. Moi, je connais des homosexuels. C'est pas le problème que tu sois homo. Moi, tant que tu ne viens pas essayer de t'approcher de mes fesses, de moi, chacun vit sa vie. Mais, je dis que en tant que vaudouisant, c'est interdit dans nos pratiques et que voilà, je le dis. Après, chacun est libre de vivre comme il le souhaite, comme il le veut. Voilà. On devra faire une émission autour de l'homosexualité dans le vaudou. Parce que c'est vrai moi je connais des homosexuels qui sont vaudouisants et des amis aussi qui sont pas forcément vaudouisants et qui sont homosexuels. Et c'est vrai que le vaudou déjà enseigne la tolérance. Voilà, c'est ça. Donc accepter tout le monde. Ça veut dire que personnellement, moi, en tant que vaudouisante, je n'ai pas à juger un vaudouisant qui est
homosexuel, voilà. qui veut dire que c'est son problème entre lui et les divinités. Ce n'est pas le problème de Rosemi. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très délicat et qui peut être très long à c'est à savoir si aujourd'hui, est-ce qu'on doit laisser une évolution, c'est-à-dire dépoussiérer, parce que moi je dis je suis vraiment pratiquant je suis vraiment traditionnaliste, je suis un vaudouisant traditionnaliste. On peut retrouver aujourd'hui des vaudouisants qui, comme tu as dit, qui sont modernes, qui font tout un truc. Mais moi je suis vraiment, c'est-à-dire la pureté du truc, c'est ce que je pratique. Ouais. De toute façon, je pense, comme je dis toujours, le vaudou déjà une fois qu'on est en surface, il faut aller en profondeur. Donc, avec votre maître initiateur ou votre maîtresse initiatrice, c'est elle qui va vous éduquer, parce que c'est une éducation spirituelle également. C'est ça. Et vraiment, c'est là qu'on va trouver sa voie ou non. Ok. Merci. Ensuite, on va passer tout de suite au dernier point avant de faire la pause. Bon, bien que tu avais un petit peu répondu tout à l'heure. Comment vaincre, selon toi, qu'est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs, comment vaincre les liens de l'aliénation? Alors, pour vaincre les liens de l'aliénation, je pense que il faut en parler. Il faut sensibiliser, alerter sur le danger des escrocs, de ces faux prêtresses et prêtres, etc., qui aujourd'hui pilulent sur les réseaux. Et surtout, je dirais aux personnes que si quelqu'un vous dit « envoyez-moi de l'argent en Western Union », il vous appelle après, il vous dit au téléphone « voilà ». Tu es initié. Non, cours. Parce que pour moi, on ne peut pas initier quelqu'un qu'on n'a jamais vu au téléphone. Nous ne sommes pas chez les terroristes qui convertissent, qui font les gens pour dire ça y est, tu deviens musulman, tu peux partir au dire. Non, on ne peut pas initier quelqu'un au téléphone qu'on n'a jamais vu. Ou à distance. Tu ne sais pas quelle divinité tu as, ce que tu ne dois pas faire. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Ah, t'es vaudouisant, je suis vaudou. » Je dis « Ah ouais, t'es initié quand ?»« Ouais, mais il m'a initié au téléphone, j'ai envoyé de l'argent, il m'a dit t'es initié. » J'ai dit « Non, mais écoute, tu sais quoi, déjà, viens à la maison. » Moi, je te ramène, déjà, même en France, ici, je voyage, ma mère, elle voyage avec les divinités, voilà, viens à la maison, viens déjà faire une consultation. Une consultation, déjà, c'est-à-dire que tu dis rien, tu ne me dis rien. Je t'envoie voir la personne qui est ma mère spirituelle et tu verras par toi-même si déjà ça te donne envie de continuer ou pas. J'ai rencontré des frères, des sœurs que j'ai mis sur la voie aujourd'hui qui sont heureux. C'est-à-dire une mère spirituelle ou un père spirituel dans le vaudou, il faut aussi expliquer aux gens que ce n'est pas seulement au niveau de la spiritualité. Cette personne intervient aussi dans la vie de tous les jours. Moi, je vois ma mère spirituelle, tous les jours, elle est au téléphone avec ses élèves parce qu'ils ont un problème dans leur couple, parce que il y a une petite dépression au niveau du travail. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui t'accompagne, qui te guide. On appelle ça un guide. C'est un guide, au fait. Voilà. C'est un guide. Donc, quelqu'un que tu payes, que tu n'as jamais vu sur Internet, qui dit que tu es initié. Demain, quand tu as des problèmes, comment tu fais? Comment tu fais? Parce qu'il faut que cette personne te guide vers la lumière. Cette personne doit te transmettre. Et je dis minimum pour que quelqu'un qui vient de se faire initier maîtrise la base. Pour moi, minimum, il faut 5 ans. 5 ans. Ouais, donc c'est pour ça que moi je parle, je sensibilise. D'ailleurs, je pense que au niveau de la lutte panafricaine, beaucoup sont d'ailleurs étonnés parce que d'habitude c'est toujours les chrétiens, les musulmans qui sont dans cette lutte et je suis quasiment un des rares panafricanistes d'un mouvement populaire qui revendique être être dans le vaudou. Je parle sur ma page, je mets comme aujourd'hui j'ai mis sur ma page, voilà, n'ayez crainte de personne tant que vous. Je mets des statuts et pourtant dans mon Facebook il y a des musulmans, il y a des chrétiens mais qui respectent. Tu t'affirmes spirituellement. Ils viennent commenter, ils respectent parce qu'ils savent que je suis certes dans le vaudou, mais j'accepte qu'ils soient musulmans. Et je dis si tu respectes ce que je pratique, je respecte ce que tu pratiques parce que ne me fais pas ce que tu aimerais pas que je te fasse. Si tu veux pas que j'insulte ta mère,
N'insulte pas ma mère. Ne piétine pas ce que je pratique. Je ne piétinerai pas ce que tu pratiques. Donc, moi, je dis aux gens, il faut qu'on sensibilise, il faut qu'on en parle. Et une émission comme celle-là est très importante parce que ça permet aux gens, j'ai envoyé ton émission à des sœurs qui se cherchaient, que j'accompagne déjà. Et ça l'a donné des idées. Elle a dit, voilà, c'est ce que je veux faire. Voilà. Et je dis, bah, tant mieux. C'est pour les... Je voulais expliquer à cette personne, regarde, c'est quoi le vaudou? Le vaudou, c'est 4 éléments. C'est la terre, l'eau, l'huile, l'alcool. C'est pas... On n'utilise pas le sang humain. Non, c'est interdit, en fait. C'est que du végétal. C'est donc, il faut sortir de ces clichés, de ces stéréotypes, de ces manipulations autour du vaudou. Non, il faut vraiment sensibiliser et découvrir. D'accord, Aïe Bobo. Avant qu'on passe au dernier point, oui. Comme tu as parlé par rapport à la lutte noire, on va parler tout de suite, juste après la pause de la LDNA. Oui. Pour toi, c'est vrai que on va parler de ça après. Ça marche. Ok, à tout de suite pour la dernière partie de Minokan. Aïe Bobo, nous voici à la dernière partie de Minokan avec notre invité Egunchi Béanzin, fondateur de la LDNA. Donc pour finir cette émission, on ne peut pas terminer l'émission sans parler de l'activité de l'invité, ce qu'il fait, ce qu'il propose pour la communauté. Donc Egunchi, tu as parlé de... On va dire un petit peu ton parcours spirituel. On a parlé un petit peu de comment tu perçois le vaudou, comment tu vis le vaudou. Tu as conseillé nos téléspectateurs qui se recherchent, qui ont peur un petit peu de ces fausses batailles, de tout ce qu'on peut trouver à l'extérieur. Toi, aujourd'hui, tu es venu en tant que fondateur, porte-parole de la LDNA. Déjà, premièrement, j'aimerais que tu nous parles de la LDNA. Tu as dit que c'est la lutte... Voilà, la LDNA, nous sommes un mouvement international de défense des afro-descendants et des Africains contre le racisme, la négrophobie, le néocolonialisme et la politique impérialiste de l'État français. Nous luttons par exemple aussi pour la restitution du patrimoine africain, pour les réparations liées aux crimes imprescriptibles qui est l'esclavage, la colonisation et l'arrêt du franc CFA. Donc nous sommes vraiment un mouvement de lutte pour l'émancipation et l'autodétermination des afro-descendants. Mais je suis porte-parole de la LDNA et non porte-parole des Noirs. Je tiens à le préciser parce que... Porte-parole de la LDNA. Et non porte-parole des Noirs, parce que je ne suis pas président du peuple noir, mais porte-parole de ceux qui se sentent de ce mouvement-là. D'accord. Vous êtes basé ici en France? Oui, on est basé en France. On est en France, on est au Bénin, on est au Togo, on est en Côte d'Ivoire, on est au Burkina Faso, et prochainement, si tout se passe bien, en Haïti. Aussi, nous sommes en Martinique aussi. D'accord. C'est quoi votre dernière activité que vous avez fait? La dernière activité que là nous faisons, on n'en a pas parce que c'est tous les jours. En ce moment, on apporte beaucoup d'aide pour les familles isolées avec le confinement, beaucoup d'étudiants en précarité, parce que la LDNA, c'est aussi des actions sociales et humanitaires. 90% de ce que nous faisons, c'est du social, parce que nous estimons que la lutte que nous devons faire pour libérer notre peuple doit être basée sur du social. On ne peut pas demander à des Noirs de se battre contre des entités si on n'est pas capable de les aider, si on n'est pas capable d'être solidaire, de faire un minimum. Parce que il faut se battre, mais il faut aussi du concret. Et ce concret-là, nous l'avons réalisé en mettant une banque alimentaire africaine en place depuis 2 ans, qui accompagne les familles au niveau de la communauté, qui distribue. Nous faisons des maraudes, on distribue aux étudiants. On a une banque alimentaire. L'année passée, c'est plus de 5000 repas distribués. Ça, on n'en parle quasiment pas, mais on fait vraiment beaucoup. Et prochainement, nous lançons notre parti politique qui s'appelle les Oubliés de la République, parce que je suis en autodidacte. Moi, quand quelque chose ne me plaît pas et que je trouve qu'il n'y a pas, je fais et je me lance. C'est comme ça que j'ai lancé la LDNA. Et aujourd'hui, mon nouveau challenge que je me donne, c'est de sortir ce parti politique et de prendre des frères, des sœurs qui ont des compétences dans les quartiers, dans les cités, les mettre dedans et aller chercher maintenant le pouvoir politique. Et je dis le pouvoir noir. Nous allons prendre le pouvoir politique ici en France, parce que c'est en France que se décide de comment exploiter nos pays, l'Afrique,
l'Haïti, etc. et briser cette politique impérialiste. D'accord. Comment t'es venue cette idée? Depuis quand et comment c'était venue cette idée de fonder la LDNA? Ça m'est venu parce que je voyais à la télé des femmes, des mères de famille dans le 9-3 se faire maltraiter avec des enfants sur le dos, le racisme. Moi-même, j'ai vécu l'injustice tout simplement parce que je suis noir. On m'a fait des choses alors que j'étais innocent. Et à un moment, je dis non, il faut vraiment se battre. Et j'ai vu qu'en France, les Noirs ne se battaient pas. Ils sont dans une soumission, chacun va travailler, gagne son pain, que demain on te maltraite dans la rue, on te traite de sale noir. En fait, on a fini par s'habituer à des choses qui ne sont pas normales, se résigner au fait. Donc je me suis dit, puisque SOS Racisme ne me défend pas, je ne me reconnais pas dedans, je vais lancer mon mouvement, je vais fonder mon organisation et j'irai me battre et propager mon idéologie à moi. Et si ça marche, tant mieux. Et voilà comment c'est arrivé. D'accord. Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous êtes des bénévoles? C'est des gens qui adhèrent à votre association? Comment ça se passe? Nous ne sommes pas une association, nous sommes en mouvement. Ça veut dire que nous sommes libres. Ok. Nous faisons ce que nous disons et nous disons ce que nous faisons. On est contrôlé par personne. Mais si quelqu'un, par exemple, comme tu as dit que vous faites des maraudes ou vous faites des oui, ils peuvent venir. Si quelqu'un veut être bénévole... Bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Moi, je dis, ce que je regarde, c'est la compétence. Que tu sois noir, que tu sois pas noir, t'es le bienvenu. Parce que eux ne refusent pas nos compétences. Ils nous exploitent. Nous, on ne refuse pas les compétences. Donc, ceux qui veulent venir nous rejoindre sont les bienvenus. Tant que vous venez, vous ne jouez pas les paternalistes avec nous. Vous êtes les bienvenus. Nous faisons des maraudes. Si vous souhaitez apporter des repas pour distribuer aux réfugiés que nous accompagnons à Porte de la Chapelle, on a mis la lumière sur la Porte de la Chapelle, sur la situation des réfugiés là-bas. On fait beaucoup de choses. Moi, je peux même pas te citer parce que ça m'arrive d'oublier. J'ai sorti des femmes dans les rues, abandonné à la rue avec son enfant. Je suis allé en une journée, on l'a trouvé en logement. En fait, je fais tellement de choses que des fois, moi-même, je n'ai plus de vie pour moi. Je n'ai pas le temps de voir ma fille, ma petite princesse, parce que tellement je suis occupé. C'est une mission que m'a confiée les ancêtres. Mais voilà. Financièrement, comment vous faites pour vous organiser tout ce qui est banque alimentaire, les plateaux repas, tout ce que vous faites, d'où vous tirez vos fonds? Est-ce que c'est de vos poches à vous? Est-ce que c'est des gens qui vous font des dons? Comment ça se passe? Il faut savoir que financièrement, on s'autofinance. C'est-à-dire, c'est ceux qui adhèrent, qui soutiennent la lutte que nous faisons, que je mène. On a un compte PayPal. S'ils veulent mettre 1 euro dedans, bon, même s'ils ne mettent pas grand-chose, parce que ce n'est pas une église, je ne suis pas un pasteur. D'ailleurs, je pense que je vais ouvrir une église. Je vais ouvrir une église, ça me rapportera plus. Et surtout, pour monter notre banque alimentaire, par exemple, les frères qui sont autour de moi, beaucoup, on s'est privé, par exemple, des mois et des mois de loyer, de nos loyers, pour pouvoir le mettre en place, pour débloquer, parce que c'est 10 tonnes de nourriture que nous distribuons tous les 6 mois. 10 tonnes, c'est-à-dire pâtes, riz, sucre, farine, la base de ce que les étudiants, les familles ont besoin. Donc c'est comme ça qu'on se débrouille, c'est pour ça qu'on est libre et c'est peut-être pour ça que on prend du plaisir à faire ce que nous faisons. Donc du coup maintenant quand vous allez Porte de la Chapelle, les autres endroits, les gens vous connaissent. Oui, mais Mamadou Gassama par exemple, c'est quelqu'un que on aidait, son affaire. Moi je vais à Porte de la Chapelle, je suis chez moi parce que la plupart, même quand ils sont en Libye, quand ils arrivent, ils demandent à nous voir, ils demandent à me voir. Parce qu'ils savent qu'en France, à Paris, il y a un noir là-bas qui aide les noirs quand ils arrivent. Parce que moi-même, je suis un blédard, ce que vous appelez un blédard, et fier de l'être. Donc, voilà ce que nous faisons. Et il y a quelques jours, on a gagné notre procès à Marseille contre l'État pour la restitution du patrimoine africain. Ils ont demandé qu'on soit condamné, mais on a été relaxé. Parce que les juges ont compris que notre lutte était légitime, noble, etc. Oui. Et prochainement, nous lançons aussi Africain et Fier. Ça sera un site communautaire qui mettra en valeur tout ce que vient de l'Afrique noire, comme les tenues, comme etc. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Une question. Oui. Est-ce que pour toi, pour ton mouvement, ce retour à cette case identitaire et spirituelle est importante afin d'avoir une communauté noire forte?
Oui, ça fait partie, c'est un ensemble que nous devons maîtriser. Et on ne peut pas prendre une partie et laisser l'autre partie. Mais encore une fois, on ne force personne, on n'oblige personne. Mais ça fait vraiment partie. Tu as des collaborateurs dans la LDNA qui sont chrétiens, musulmans? Il y a de tout. C'est comme là, vous avez vu, il y a des frères qui m'accompagnent, il y a une sœur qui est venue, elle est chrétienne, mais ça n'empêche pas que on peut. Moi, ce que je regarde, c'est pas la religion. En fait, nous mettons vraiment nos différences de côté. Quand il s'agit de nous battre pour notre communauté, ça me dérange pas qu'en noir, moi je le dis, soit chrétien ou musulman. Ce qui me dérange, c'est qu'il oublie d'abord qu'il est noir, qu'il doit se battre pour son peuple. Parce qu'un arabe qui est musulman se bat pour son peuple, pour les arabes, pour la Palestine. Oui. Alors, battons-nous pour nos peuples. Donc je suis noir, je dois me battre pour l'Haïti, pour le Congo, pour la Guinée, pour le... Vous voyez, avant d'aller me battre pour la Palestine, ça ne veut pas dire que je ne compatis pas avec les morts en Palestine. Mais moi, j'ai des morts chez moi. Si je laisse mes morts à côté et que je vais pleurer les morts des autres, soit je suis maudit, soit quelque chose ne tourne pas rond dans ma tête. Est-ce que tu as déjà été contacté par certaines organisations en Haïti par rapport à ton discours sur le vaudou, par rapport à la lutte de la LDNA? Sur la LDNA, oui, et il y a beaucoup. C'est pour ça que là, je suis en train de me préparer pour descendre en Haïti, pour voir comment nous allons nous organiser. Et on aide des orphelinats en Haïti, on n'en parle pas parce qu'on ne veut pas en parler, mais je vais sûrement le frère qui est avec moi, un de mes collaborateurs qui est là, c'est un haïtien, vous avez vu. Alors, il s'est mis à parler directement. Dès qu'il est arrivé, il a dit, ah, c'est un restaurant haïtien, il a commencé à dire, c'est chez moi. Donc voilà, il y a de tout à la LDNA, il y a vraiment de tout. D'accord, Aïe Bobo. Merci beaucoup. On va afficher, tu vas aussi le dire, où on peut joindre la LDNA. Tu vas aussi afficher si des gens sont intéressés de vous faire des dons, si des gens sont intéressés d'adhérer à ton mouvement, de prêter main forte, de faire du bénévolat. Donc où ils peuvent vous joindre, où ils peuvent te joindre, et aussi que tu dises, je te récapitule et tu vas après faire la synthèse. Si les gens sont intéressés par la spiritualité du vaudou telle que tu l'expliques, et si toi-même tu peux, ou si tu peux leur référer quelqu'un pour faire cet accompagnement spirituel. À toi la parole. Je pense que ça va être plus simple de vous transmettre tout ça. D'accord. Pour que, voilà. On l'affichera, la page Facebook. On l'affichera, la page Facebook, les personnes à contacter pour ceux qui veulent s'initier ou apprendre le vaudou, etc. Et surtout, ce que je peux dire, c'est que les Hounons sont des garants de nos coutumes, de la tradition. C'est les Hounons qui intronisent les rois et les chefs traditionnels. Donc c'est même chez nous, les présidents, les consultes les écoutent parce que c'est vraiment les garants de nos coutumes, de la tradition. Donc ceux qui veulent joindre la LDNA, c'est facile, vous tapez Ligue de défense noire africaine, mais de toute façon tout sera affiché en bas de l'écran. Egun Chibeanzin, fondateur de la LDNA, je te laisse dire le dernier mot, le mot que tu veux aux téléspectateurs avant de rendre l'antenne. Ce que je peux dire aux téléspectateurs, c'est très simple, s'unir avec les vrais ou périr avec les faux. À nous de choisir. Il n'y a pas de révolution sans sacrifice, il n'y a pas de victoire sans combat. Ne soyons plus dans la peur, ne soyons plus dans la soumission. Comme on dit chez nous, un chat n'exerce point le commerce de poissons frits. C'est clair. Merci à tous pour cette émission. Merci à tous d'avoir suivi l'émission Minokan avec notre invité Egun Chibeanzin. N'oubliez pas, on se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel invité, un nouveau thème. Et je vous le dis encore, pour ceux qui sont intéressés avec moi pour l'accompagnement spirituel au vaudou haïtien, vous pouvez me joindre. Mon numéro sera affiché en bas de l'écran, uniquement pour les personnes qui sont vraiment intéressées. C'est très important. Ok ? Je vous remercie. Merci à Estella Jewelry pour la tenue, les bijoux. Son numéro est aussi affiché en bas de l'écran. Et je vous dis à tous, n'oubliez pas, Minokan, c'est là où on se retrouve tous. Aïe Bobo. Aïe Bobo, merci beaucoup.